Je t'en prie, Sébastien. Non. S'il te plaît. Comment oses-tu te montrer ici? Sors. Regarde cette robe. 1. J'étais là, enceinte de 8 mois, à regarder mon ex-mari épouser une autre femme. Quand il a attrapé ma robe et l'a déchirée devant tout le monde, riant de mon humiliation. Il pensait avoir gagné, mais il n'a pas vu mon frère, qui se tenait dans l'ombre. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé, pour toujours. Avant de nous plonger dans cette histoire de vengeance, je veux que vous compreniez quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'une robe déchirée ou d'un mariage gâché. Il s'agit de justice, de survie, et de la façon dont, parfois, les personnes qui vous font le plus de mal finissent par se détruire elles-mêmes. Alors restez avec moi, car ce que vous allez entendre va vous choquer. Je m'appelle Chloé, et voici l'histoire de comment je suis passée du statut de femme brisée et humiliée à celui de témoin de la chute de mon bourreau, qui a absolument tout perdu. Je pensais que j'avais tout. Pendant 6 ans, j'ai été mariée à Sébastien Rocher, un homme qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de la région de Tours. Nous vivions dans un château avec des sols en marbre et des lustres en cristal. Nous conduisions des voitures qui coûtaient plus cher que la maison de la plupart des gens. Tout le monde nous regardait et voyait la perfection. Il voyait les vêtements de créateurs, les galas de charité, les publications sur les réseaux sociaux de notre vie soi-disant incroyable. Mais personne ne voyait ce qui se passait derrière les portes closes. Personne ne voyait comment Sébastien contrôlait chaque aspect de ma vie, ce que je portais, à qui je parlais, où j'allais. Il n'était pas violent physiquement. Pas au début. Sa cruauté était plus discrète, plus calculée. Il faisait des commentaires sur mon poids, mon intelligence, ma valeur. Il m'isolait de mes amis, me disant qu'ils étaient jaloux de notre réussite. Lentement, méthodiquement, il a construit autour de moi une cage qui, de l'extérieur, ressemblait à un palais. La seule chose que je désirais plus que tout au monde, c'était un bébé. Nous avons essayé pendant des années. J'ai suivi des traitements pour la fertilité qui m'ont laissé épuisée et à fleur de peau. Nous avons dépensé des milliers d'euros, enduré d'innombrables déceptions. Et puis finalement, après 6 ans d'essai, j'ai vu ces 2 magnifiques traits sur un test de grossesse. Je pensais que ça changerait tout. Je pensais que Sébastien s'adoucirait enfin, que nous deviendrions une vraie famille. Au lieu de cela, il est devenu plus froid. Il a complètement cessé de me toucher. Il disait que mon corps de femme enceinte le dégoûtait, que je m'étais laissée aller. À 7 mois de grossesse, je travaillais de la maison car j'étais trop épuisée pour aller au bureau. Je l'ai surpris en train d'envoyer des SMS à quelqu'un tard dans la nuit. Les messages étaient intimes, sexuels. Mes mains tremblaient en les faisant défiler, mais le pire restait à venir. Bien pire. Alors que j'étais enceinte de 6 mois, j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert dans son bureau. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose me disait que je devais savoir. Les emails que j'ai trouvés ont fait voler mon monde en éclats. Il n'avait pas seulement une liaison. La femme avec qui il me trompait était Mélanie, ma propre cousine, la fille avec qui j'avais grandi, partagé des secrets, en qui j'avais une confiance absolue. Ils étaient ensemble depuis plus d'1 an. Leurs messages me rendaient physiquement malade. Ils se moquaient de moi, me trouvaient pathétique et désespérée. Ils riaient de ma stupidité, du fait que je n'avais aucune idée de ce qui se passait juste sous mon nez. Mais le pire, ce qui me glace encore le sang, c'était leur plan. Mélanie avait écrit, « Une fois que le bébé sera là, on sera débarrassé d'elle. » La réponse de Sébastien, « On obtiendra la garde exclusive. » J'ai déjà parlé à mes avocats. Elle n'aura rien. Il prévoyait de me prendre mon bébé, mon enfant, celui pour lequel je m'étais tant battue. Sébastien voulait le bébé, mais pas moi. Depuis des mois, il montait discrètement un dossier contre moi,
documentant de soi-disant incidents de comportement erratique, racontant à nos amis et à la famille que mes hormones de grossesse m'avaient rendue instable. Il créait un récit dans lequel j'étais une mère inapte. J'ai tout imprimé. Chaque email, chaque SMS, chaque document. Puis je l'ai confronté. Sébastien n'a même pas sourcillé. Il m'a simplement regardé avec ses yeux froids et a souri. « Tu crois que quelqu'un va te croire, toi, plutôt que moi ?» a-t-il dit calmement. « Je suis Sébastien Rocher. Je contrôle toute la région. Tu n'es qu'une femme enceinte et émotive que tout le monde pense déjà en train de perdre la tête. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais piégée. Il avait l'argent, le pouvoir, les relations. Ses avocats étaient les meilleurs de la région. Moi, je pouvais à peine me payer une consultation avec un avocat correct. Le divorce a été brutal et rapide. Sébastien m'a offert un choix, accepter une somme modique et partir sans faire de vagues, ou l'affronter au tribunal et tout perdre, y compris mon bébé. Mon avocate, une femme bienveillante qui faisait de son mieux avec des ressources limitées, m'a conseillé d'accepter l'accord. Il a trop de pouvoir, m'a-t-elle dit doucement. Si vous vous battez, il fera de votre vie un enfer, et vous pourriez perdre la garde. Prenez ce que vous pouvez et protégez votre enfant. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai renoncé à mes droits sur le château, l'argent, tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai emménagé dans un minuscule appartement et j'ai cumulé 2 emplois, enceinte de 8 mois, juste pour payer le loyer. J'avais tout perdu, sauf la seule chose qui comptait, mon bébé. Puis, 2 mois plus tard, le faire-part est arrivé. Il était somptueux, coûteux, le genre de faire-part de mariage qui coûte 50 € pièce. Sébastien Rocher et Mélanie Dubois allaient se marier au domaine de Haute-Rive, le lieu le plus sélect de la région. La date était fixée exactement 1 semaine avant la date prévue de mon accouchement. Mais c'est le mot manuscrit à l'intérieur qui a fait trembler mes mains, nous serions ravis que tu vois ce à quoi ressemble une vraie famille. Ne t'inquiète pas, il y aura plein de caméras. Mon frère Mathieu est passé ce soir-là et m'a trouvée assise par terre dans mon appartement, en larmes. Il a ramassé le faire-part, l'a lu, et sa mâchoire s'est crispée. C'est un piège, a-t-il dit. Ils te veulent là-bas pour t'humilier publiquement. N'y va pas, Chloé. Ne leur donne pas cette satisfaction. Mais quelque chose en moi avait changé. Pendant des mois, j'avais été silencieuse, docile, brisée. J'avais laissé Sébastien me détruire petit à petit. Mais en tenant ce faire-part, en lisant les mots provocateurs de Mélanie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La colère. Une colère pure et dévorante. J'y vais, ai-je dit à Mathieu. Il a tenté de me raisonner, mais je n'ai pas cédé. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais mon propre plan en tête. J'allais tout documenter. J'allais enregistrer chaque parole cruelle, chaque moment d'humiliation. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais j'avais besoin de preuves de qui était vraiment Sébastien. Le jour du mariage est arrivé. J'ai choisi une simple robe de maternité couleur crème. Rien d'extravagant. Je voulais me fondre dans la masse, être invisible. Mais à l'instant où je suis entrée dans la salle, j'ai su que l'invisibilité était impossible. L'endroit était bondé. Sébastien avait invité tous ceux que nous avions connus, d'anciens amis, des partenaires commerciaux, les notables de la région qui m'avaient toujours méprisé. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Je sentais les regards sur moi, j'entendais les commentaires à peine dissimulés. Tu te rends compte qu'elle est vraiment venue? Quelle pitié! Elle n'arrive pas à tourner la page. Les demoiselles d'honneur de Mélanie, des femmes que j'avais autrefois considérées comme des amies, m'ont même barré le passage à un moment donné. L'une d'elles, vêtue d'une robe lavande et portant trop de parfum, m'a toisé de haut en bas et a lancé, étonnant que tu passes encore par la porte. Je n'ai rien dit,
J'ai juste continué à marcher, la tête haute, mon téléphone en train d'enregistrer dans mon sac à main. La cérémonie fut une torture. Je me suis assise tout au fond, essayant de me faire oublier sur ma chaise. J'ai regardé Sébastien se tenir devant l'autel dans son smoking coûteux, l'air beau, triomphant et totalement serein. J'ai regardé Mélanie remonter l'allée dans la robe de mariée de mes rêves, celle que je lui avais montrée dans un magazine des années auparavant, en lui disant qu'elle était parfaite. Elle s'en était souvenue. Elle l'avait choisie délibérément. Pendant l'échange des vœux, au moment où Sébastien a promis d'aimer et d'honorer Mélanie, mon bébé a donné un grand coup de pied, comme pour protester. Mélanie m'a regardé droit dans les yeux pendant ses vœux et a eu un sourire en coin. Elle voulait que je voie ça. Ils le voulaient tous les deux. La réception fut encore pire. La salle de bal était magnifique, avec des sculptures de glace, des fontaines de champagne et un orchestre. J'ai trouvé une table dans un coin et je me suis assise, seule, à boire de l'évian en les observant. Les partenaires commerciaux de Sébastien le félicitaient, lui donnaient des claques dans le dos. J'en ai entendu un dire, « Bien joué, mon vieux. Tu y as vraiment gagné au change. » La mère de Mélanie a serré sa fille dans ses bras et a dit, assez fort pour que les tables voisines entendent, « Tu as enfin tout ce que tu mérites, ma chérie. » Je voulais partir. Chaque cellule de mon corps me hurlait de m'enfuir, mais je suis restée. Quelque chose me disait que je devais aller jusqu'au bout. Puis Sébastien a pris le micro pour son discours. Il a commencé par des plaisanteries, remerciant tout le monde d'être venu, parlant de nouveaux départs. Puis son ton a changé. Il m'a regardé fixement. « Vous savez, » a-t-il dit, sa voix portant dans toute la pièce. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tourner la page. Des gens qui s'incrustent à des mariages où ils ne sont pas les bienvenus. Le silence s'est fait dans la salle. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai senti mon visage brûler. Mélanie l'a rejoint au micro, de fausses larmes brillant dans ses yeux. Elle nous harcèle depuis des mois, a-t-elle dit, sa voix tremblant de manière convaincante. Nous avons essayé d'être gentils, mais elle ne nous laisse pas tranquilles. J'ai commencé à me lever pour me défendre, mais des agents de sécurité se dirigeaient déjà vers ma table. Sébastien avait tout prévu. Il m'avait invité spécifiquement pour pouvoir réécrire l'histoire devant tout le monde. Je n'étais plus l'épouse abandonnée et enceinte, j'étais l'ex-folle et harceleuse qui ne pouvait accepter qu'il ait refait sa vie. Sébastien s'est approché de ma table, le visage empourpré par l'alcool et le triomphe. Il m'a attrapé le bras brutalement. « Il est temps de partir, Chloé », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. J'ai retiré mon bras. « J'ai été invitée », ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. J'ai le faire-part. Il a ri, un rire cruel qui m'a donné la chair de poule. Qui va te croire? Puis, avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il a attrapé l'encolure de ma robe. D'un geste violent, il l'a déchirée. Le tissu s'est fendu dans un bruit qui a semblé assourdissant. Des boutons ont roulé sur le sol en marbre. Je suis restée là, exposée, essayant désespérément de couvrir mon ventre de femme enceinte avec mes bras. La salle a explosé. Certains ont eu un hoquet de surprise, d'autres ont ri. J'ai vu des téléphones sortir de partout, capturant mon humiliation sous tous les angles. Mélanie filmait avec son téléphone, riant aux larmes. « C'est parfait », criait-elle. Sébastien s'est tourné vers ses amis, écartant les mains en signe de fausse confusion. « Vous voyez, je vous avais dit qu'elle était folle. Elle est venue ici juste pour faire un scandale. » Je sentais les larmes couler sur mon visage. C'était ça. C'était le moment qu'ils attendaient. Ils avaient orchestré ma destruction publique et totale. Ils allaient créer un contenu viral me montrant comme une personne instable, pour ensuite l'utiliser au tribunal afin de me prendre mon bébé. J'étais tombée droit dans leur piège.
Mais soudain, la musique s'est arrêtée. Une voix a retenti dans les haut-parleurs, si forte et autoritaire que tout le monde s'est figé. Que personne ne bouge. J'ai levé les yeux à travers mes larmes et j'ai vu mon frère Mathieu sortir de la foule. Mais il n'était pas seul. Il portait ce qui ressemblait à un micro dissimulé sur sa chemise. Derrière lui se tenaient 3 personnes, un gendarme en uniforme, une femme en tailleur strict portant une mallette, et un homme avec une caméra professionnelle. Le visage de Mathieu était calme, mais ses yeux étaient glaciaux tandis qu'il regardait Sébastien. Quand il a parlé, sa voix a porté dans toute la salle de bal. Je m'appelle Mathieu Dubois. Je suis procureur de la République. J'enquête sur Sébastien Rocher depuis 3 mois. L'air suffisant de Sébastien s'est évanoui. Son visage est devenu blême. Ce à quoi je viens d'assister, a poursuivi Mathieu, est une agression sur une femme enceinte. C'est un crime. Mais ce n'est que le début. Il a sorti une tablette et s'est dirigé vers la régie technique de la salle. En quelques secondes, il l'a connectée à l'écran de projection géant qui avait diffusé les photos romantiques du couple. L'écran a vacillé, puis s'est rempli de documents. Depuis 3 mois, a dit Mathieu en arpentant lentement la scène, je travaille avec la DGFiP et la police judiciaire pour enquêter sur les pratiques commerciales de Sébastien Rocher. Des documents financiers sont apparus à l'écran. Des relevés bancaires, des registres de comptes offshore, des emails. La femme en tailleur s'est avancée. Je suis l'inspectrice Sylvie Bernard, de la Direction générale des finances publiques. Monsieur Rocher se livre à la fraude fiscale depuis 6 ans, cachant plus de 8 millions d'euros sur des comptes offshore. La salle était maintenant complètement silencieuse, à l'exception du clic de la tablette de Mathieu changeant les diapositives. D'autres documents sont apparus. Des emails entre Sébastien et divers partenaires, discutant d'opérations immobilières frauduleuses, de rapports d'inspection falsifiés, de manœuvres pour escroquer des investisseurs. Mais c'est alors que Mathieu a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Et Mélanie Dubois, a-t-il dit, en regardant directement ma cousine, a participé activement au blanchiment d'argent, aidant Sébastien à dissimuler des actifs par le biais de faux achats d'œuvres d'art et de sociétés écrans. Le visage de Mélanie s'est décomposé. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Vraiment. Mathieu l'a interrompu. Il a tapoté à nouveau sa tablette, et un enregistrement audio a commencé. La voix de Mélanie, claire comme du cristal, a empli la salle de bal. Une fois qu'on aura le bébé, on n'aura qu'à payer Chloé. Lui donner 50 000 euros pour qu'elle disparaisse. La voix de Sébastien a répondu, ou alors on prouve qu'elle est inapte et elle n'aura rien. J'ai déjà un médecin prêt à signer tous les papiers nécessaires. L'enregistrement a continué, révélant l'intégralité de leur plan. Comment ils comptaient utiliser ma vulnérabilité post-partum contre moi? Comment ils avaient déjà soudoyé un psychiatre pour qu'il me diagnostique une grave dépression post-partum? Comment ils prévoyaient de me prendre mon bébé pour toujours et de m'effacer de leur vie? J'ai vu les visages se décomposer tout autour de moi. Ces gens qui, quelques instants plus tôt, riaient de mon humiliation, comprenaient maintenant ce dont ils avaient réellement été témoins. Le gendarme s'avança, menotte à la main. Et Sébastien Rocher, vous êtes en état d'arrestation pour agression, fraude, association de malfaiteurs, et une quinzaine d'autres chefs d'accusation que nous aborderons à la gendarmerie. Sébastien a tenté de fuir. Il a vraiment essayé de s'enfuir dans son smoking de mariée. Il a fait à peine 3 pas avant que 2 autres gendarmes, surgis des issues, ne le plaquent au sol. Le bruit de son corps heurtant le sol en marbre fut satisfaisant d'une manière que je ne saurais décrire. Mélanie hurlait maintenant, son maquillage soigné coulant sur son visage. « C'est le jour de mon mariage, cria-t-elle. Vous n'avez pas le droit. » Mais Mathieu en avait encore. Il en avait toujours plus. Il a lancé un autre enregistrement.
Celui-ci était de Mélanie, parlant à une amie quelques jours seulement avant le mariage. Sa voix était enjouée, excitée, fière. Sébastien est si intelligent. On va devenir millionnaire. Et le meilleur, c'est qu'on se débarrasse de Chloé pour de bon. Elle sera tellement anéantie qu'elle disparaîtra sûrement d'elle-même. Le second gendarme a menotté Mélanie alors qu'elle sanglotait. Les invités du mariage étaient maintenant dans un chaos total. Certains essayaient de partir. D'autres enregistraient tout avec leur téléphone. Les partenaires de Sébastien semblaient paniqués, plusieurs d'entre eux tentant de s'éclipser discrètement par les issues, pour y trouver d'autres gendarmes qui les attendaient. Mathieu s'est approché de moi et a délicatement posé sa veste sur ma robe déchirée. « C'est fini », a-t-il murmuré. « Je suis là. » Alors que Sébastien et Mélanie étaient emmenés, menottés, Sébastien a tenté une dernière fois de jouer la victime. « C'est elle qui a tout orchestré », a-t-il hurlé en se débattant contre les gendarmes. « Mon ex-femme folle m'a piégé. » Mathieu a simplement souri. « En fait, c'est moi. Et chaque chose pour laquelle nous vous accusons est étayée par des mois de preuves qui n'ont rien à voir avec ma sœur. Tu t'es détruit tout seul, Sébastien. Chloé n'a fait que te survivre. » Les semaines suivantes furent floues. Quand Mathieu et moi avons quitté le domaine ce soir-là, les équipes de télévision étaient déjà dehors. L'histoire est devenue virale en quelques heures. Un millionnaire arrêté à son propre mariage après avoir agressé son ex-femme enceinte. La vidéo de Sébastien déchirant ma robe était partout, mais maintenant, elle avait un contexte. Les gens comprenaient ce qu'ils voyaient réellement. Sébastien a demandé une libération sous caution. Le juge l'a refusé. Il a été considéré comme présentant un risque de fuite, avec des actifs dissimulés dans le monde entier. Ses avocats hors de prix ont tout tenté, mais plusieurs d'entre eux se sont retrouvés eux-mêmes impliqués dans la fraude et ont dû se retirer. Sébastien s'est retrouvé avec des avocats commis d'office, surchargés de travail et sous-payés. Le procès a duré 3 semaines. J'ai dû témoigner, enceinte de 9 mois, épuisée et mal à l'aise. Mais Mathieu m'avait bien préparé. J'ai raconté mon histoire calmement, présenté les preuves, répondu à chaque question avec une dignité tranquille. Le jury n'a mis que 2 heures pour le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation. Sébastien a écopé de 15 ans dans un centre de détention pour la fraude et les délits financiers. Le juge a ajouté 3 ans supplémentaires pour l'agression, notant spécifiquement son mépris total pour la sécurité d'une femme enceinte. Mélanie a pris 8 ans pour complicité. Mais Mathieu n'en avait pas fini. Il m'a aidé à engager des poursuites au civil pour préjudice moral, agression, association de malfaiteurs et diffamation. Nous avons obtenu 4,7 millions d'euros de dommages et intérêts. Tout l'empire de Sébastien a été liquidé pour payer. Le château où j'avais vécu pendant 6 ans a été vendu, et j'ai touché les bénéfices. Chaque voiture de luxe, chaque œuvre d'art, chaque actif qu'il avait caché. Tout a servi à payer ce qu'il me devait. Ses partenaires commerciaux l'ont poursuivi également. Quand tout a été réglé, Sébastien Rocher n'avait plus rien. J'ai accouché 3 jours après la fin du procès. D'un petit garçon en parfaite santé, 3,6 kilos, avec mes yeux et le nez de mon père. Je l'ai appelé Louis, comme mon père, décédé des années auparavant. Mathieu était avec moi dans la salle d'accouchement, pleurant plus fort que moi quand Louis a pris sa première inspiration. L'hôpital a tenté de prévenir Sébastien, comme la loi l'exige. J'ai refusé tout contact et, ultime rebondissement, Sébastien avait renoncé à son autorité parentale dans le cadre de sa négociation de peine, espérant que cela réduirait sa sentence. Ça n'a pas marché, mais cela signifiait qu'il n'aurait jamais aucun droit sur mon fils. J'ai utilisé l'argent des dommages et intérêts pour lancer ma propre agence d'architecture d'intérieur. En 1 an, j'avais bâti quelque chose dont j'étais fière.
D'anciens clients de Sébastien sont venus me voir, voulant me soutenir, voulant travailler avec quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. J'ai acheté une belle maison dans un quartier tranquille, avec un jardin où Louis pourrait jouer. J'ai embauché de l'aide pour pouvoir travailler tout en restant présente pour mon fils. Par des connaissances communes et grâce aux relations de Mathieu, j'ai eu des nouvelles de la vie de Sébastien en prison. Les autres détenus savaient ce qu'il avait fait. Agresser une femme enceinte ne vous attire pas le respect derrière les barreaux. Il m'a écrit des lettres, suppliant mon pardon. Je les ai toutes brûlées sans les lire. Il a tenté d'obtenir un droit de visite pour voir Louis. Le tribunal a rejeté sa demande sans hésiter. Mélanie est sortie après 5 ans pour bonne conduite. Elle a déménagé en Bretagne, travaille dans un café pour le SMIC et vit dans un studio. Ses comptes sur les réseaux sociaux, autrefois pleins de luxe et de vantardise, ont disparu. Elle a essayé de me contacter une fois par un ami commun. J'ai bloqué cet ami. Aujourd'hui, Louis a 4 ans. Il est brillant, gentil et plein d'énergie. Mon entreprise vaut plus de 2 millions d'euros et se développe à Lyon, Marseille et Bordeaux. Je sors avec un homme merveilleux nommé Olivier, un professeur de lycée qui me fait rire et me traite avec un respect sincère. Il aime Louis comme son propre fils. Mathieu est toujours mon héros, le parrain de Louis et sa personne préférée au monde. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter une maison à mes parents, pour payer leurs dettes et leur offrir la sécurité dont ils avaient toujours rêvé. Et j'ai créé une fondation qui aide les femmes à quitter des relations abusives, en leur fournissant une aide juridique et un logement d'urgence. Cette nuit-là, au mariage de Sébastien, a changé ma vie. Pas à cause de l'humiliation, de la robe déchirée ou du spectacle public. Elle a changé ma vie parce que c'est le moment où j'ai cessé d'être une victime pour commencer à me battre. C'est le moment où mon frère m'a montré ce qu'était le véritable amour et la véritable protection. C'est le moment où l'empire que Sébastien avait si soigneusement construit a commencé à s'effondrer sous le poids de sa propre cruauté. Parfois, je repense à ce moment où il a déchiré ma robe. Où il pensait d'avoir gagné, où il était certain de m'avoir complètement détruite. Il n'avait aucune idée que chaque téléphone enregistrant mon humiliation enregistrait aussi son agression. Il n'avait aucune idée que mon frère avait passé 3 mois à monter un dossier en béton contre lui. Il n'avait aucune idée que sa propre arrogance et sa cruauté causeraient sa chute. Sébastien pensait que le pouvoir venait de l'argent, du contrôle et de l'humiliation. Mais le vrai pouvoir, c'est de survivre. C'est de se relever quand quelqu'un essaie de vous détruire. C'est de reconstruire une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Il est en prison, ruiné et seul. Son nom est synonyme de fraude et de violence. Son empire commercial a disparu. Sa réputation est détruite à jamais. Et moi? Je suis libre. Je réussis. Je suis entouré de gens qui m'aiment sincèrement. J'élève un fils qui grandira en sachant que sa mère n'a jamais laissé personne briser son esprit. Voilà le vrai pouvoir. Voilà la vraie victoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que quiconque tente de vous briser. Et parfois, la meilleure des vengeances n'est pas quelque chose que l'on planifie. C'est simplement de bien vivre, pendant qu'ils perdent tout ce qui, selon eux, les rendait puissants.